Bonjour, ravi de vous retrouver dans Extra Local. Nous allons parler cette semaine des Européennes et de l'Europe forcément, ainsi que des Jeux Olympiques qui approchent avec deux invités. Jean-Michel Fourgousse, le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, maire LR d'Elancourt, ainsi que Jean-Noël Barrot, le ministre délégué en charge de l'Europe. C'est notre premier invité. Extra Local, c'est tout de suite. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Merci d'être de retour parmi nous. Merci puisque à vous. Vous étiez ici il y a un an avec une autre casquette, celle du numérique à l'époque. Désormais, vous êtes en charge de l'Europe. Vous connaissez le principe, vous allez être interrogé par trois journalistes de nos régions que je vous présente tout de suite. Ce ne sont pas les mêmes que la dernière fois. Luc Bourriane est avec nous cette semaine, rédacteur en chef à la Nouvelle République à Tours, qui représente ici le Centre-Val de Loire et la Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Luc. Bonjour Marie, bonjour Monsieur Barrot. Bonjour. Renaud Parquet, également avec nous cette semaine, rédacteur en chef à 20 Minutes TV, qui représente l'Île-de-France. Bonjour Marie, bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Votre région, et Arnaud Delomène, qui représente un peu toutes les régions de France, puisqu'il est rédacteur en chef à Réel Média, un média de proximité et de solidarité. Bonjour Marie, bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Bonjour Arnaud. Avant d'entrer dans le vif du sujet, toujours un petit questionnaire de pause qui ne sera pas le même que la dernière fois non plus. Allez, et c'est Luc Bourriane qui commence. Allez, réponse du tac au tac. La figure européenne, même historique, préférée pour vous? Je vais dire Edi Rama, parce que c'est le Premier ministre albanais qui est reçu aujourd'hui en France, qui est à la tête de son pays depuis 10 ans et qui l'a accompagné dans sa marche vers la démocratie et vers l'Union européenne. C'est une figure européenne que j'estime et que je respecte énormément. L'Albanie à l'honneur. L'Albanie a l'honneur aujourd'hui à Paris. Spécialiste d'ailleurs aussi tout ce qui est numérique et passeport biométrique, etc. Moi-même? Non, c'est ce pays-là. Ce pays-là, oui, mais la France a ses intérêts là-bas. Edi Rama, c'est quand même un parcours assez particulier, puisqu'il a fait l'école des Beaux-Arts de Tirana, il a étudié à Paris, il s'est engagé en politique, et il est désormais considéré dans cette enclave européenne que sont les Balkans de l'Ouest, comme l'un des dirigeants les plus inspirants, entraînant cette région vers la démocratie. Oui. À suivre. Deuxième question, Renaud Parquet. Quel est votre livre de chevet? Mon livre de chevet, c'est le livre de Robert Ménas, qui est un auteur européen, parce qu'il voyage beaucoup, et qui a commencé une trilogie fictive, mais dont le socle repose sur les institutions européennes. Et donc le deuxième opus de cette trilogie s'appelle L'élargissement, et raconte précisément l'histoire de ce Premier ministre fictif albanais qui essaye d'emmener son pays, etc., qui est en bisbille avec la France, parce que la France s'oppose à l'entrée de l'Albanie dans l'Union européenne. Et c'est autour de cette histoire politique fictive, en tout cas romancée, que l'auteur nous emmène en Autriche, à Bruxelles, à Varsovie, et nous fait voyager dans l'Europe et dans ce qu'elle a en réalité de commun, quelles que soient les capitales dans lesquelles on se rend. Au-delà des différences, il y a un certain nombre de choses qui nous rappellent, une fois qu'on prête attention aux détails, que nous sommes en quelque sorte un peuple avec un destin commun. Vous connaissez l'Albanie? Pas encore. Ah. Allez, Arnaud, dernière question. Dernière question, une loi emblématique, mis à part la loi pour la confiance dans l'économie numérique que vous aviez citée lors de votre dernière venue sur ce plateau. Eh bien, le règlement sur les services numériques, c'est une loi européenne qui, pour la première fois, impose aux grandes plateformes de réseaux sociaux des responsabilités, celle de retirer les contenus illicites qui leur sont signalés, mais celle aussi d'analyser et de corriger certains risques que leur fonctionnement fait peser sur la santé de leurs utilisateurs, sur la qualité du débat public ou encore sur la sécurité publique. C'est une avancée majeure. Elle a été acquise pendant que la France présidait l'Union européenne en 2022. Mais avec quels effets? Avec quels effets quand on voit Elon Musk sur X et quand on voit... Eh bien précisément, elle vient d'entrer en vigueur en Europe. Et d'ailleurs, la France vient d'adopter cette loi sur la sécurité et la régulation de l'espace numérique qui va permettre à cette loi européenne de s'appliquer dans notre pays, qui va conduire les grandes plateformes à prendre des mesures sans quoi elles s'exposeront à des amendes extrêmement lourdes
voire même jusqu'au bannissement de l'Union européenne. Et je termine par ma question rituelle sur la région de prédilection. Il y a un an, vous parliez de l'Auvergne, Rhône-Alpes, et également de l'Île-de-France. Question subsidiaire, quel est votre pays européen de prédilection? La France. À part la France? À part la France. L'Albanie? je vais parler de l'Allemagne, évidemment. Parce que nous entretenons avec ce grand pays voisin des relations qui sont à la fois très anciennes, qui sont très étroites et qui sont quotidiennes. Et chaque fois que se pose une question au niveau européen, pour ma part, j'établis un contact avec mon homologue allemande pour qu'on échange sur nos positions. Parce que du fait de la taille de nos deux grands pays, difficile d'imaginer une décision importante pour l'Union européenne sans que nous ayons auparavant accordé nos violons ensemble. Avec des bras de fer de temps en temps, quand même. Franco-allemand. Bien évidemment, mais parce qu'on n'a pas spontanément les mêmes avis sur les questions. Mais c'est lorsque nous nous accordons, lorsque nous trouvons un compromis entre la France et l'Allemagne, que nous entraînons l'Europe vers des chemins qu'elle n'a jamais empruntés. C'est une réponse un peu politique, pas très personnelle. Vous allez souvent en vacances en Allemagne? Ça m'est arrivé, notamment quand j'étais jeune. C'est votre pays de vacances préféré? Ça a l'air d'être celui de Marie. Non, mais je vais au bout de ma question. C'est votre pays européen préféré. Je parlais de Vous savez, j'ai une épouse qui est méridionale, donc c'est vers le sud que nous orientons pour les vacances. Plutôt. Ah, d'accord. Allez, on passe à la question cash. C'est Luc qui vous la pose. Quand on est comme vous, donc ministre délégué chargé de l'Europe, qu'on est à quelques semaines d'une élection européenne, on est forcément un ministre en campagne. On est un ministre en responsabilité. Vous savez que la législature, c'est-à-dire le mandat actuel, n'est pas terminé. Nous avons dans 2 semaines une dernière plénière au Parlement européen de Strasbourg. Et en parallèle des élections européennes qui vont se tenir le 9 juin, les chefs d'État et de gouvernement et leurs ministres négocient un document capital qu'on appelle l'agenda stratégique, qui sera endossé, qui sera signé par les 27 chefs d'État et de gouvernement fin juin, et qui va fixer le programme de travail de la Commission européenne. Alors certes, je suis un militant européen, un militant de la majorité présidentielle. Et donc, je consacre dans cette période électorale du temps à des activités militantes. Mais je reste en parallèle pleinement mobilisé pour que la fin de ce mandat se passe au mieux et pour que le début du prochain soit bien engagé. Ça doit être difficile à justifier justement ça et à attirer les foules quand le Rassemblement national culmine dans les sondages et s'effraie d'ailleurs, a peur que la cotisation française auprès de l'Europe augmente dans les prochaines années. C'est difficile à justifier, non ? Je crois qu'il suffit de rappeler que nous entrons dans une époque de tous les dangers. Le mois de mars a été marqué par un nouveau record de température sur la terre et sur les mers. Et nous avons, dans le Pas-de-Calais, des inondations à répétition qui plongent nos concitoyens dans le désarroi. Dans les Pyrénées-Orientales, une sécheresse inédite qui, elle aussi, résulte du dérèglement climatique. Nous avons, aux portes de l'Europe, une guerre d'une brutalité telle qu'on n'en avait pas connue sans doute depuis la Première Guerre mondiale, et la nécessité pour l'Europe d'assurer sa sécurité et la préservation à terme de la démocratie. Nous avons aussi des grands enjeux économiques au moment où d'autres grandes régions du monde se dotent, avec l'intelligence artificielle, le quantique, les biotechnologies, de tous les moyens pour être à la frontière, ce qui fait planer le risque d'un décrochage technologique de l'Europe. Tous ces sujets, la planète, la sécurité, la prospérité, sont des sujets que nous ne pourrons résoudre qu'au niveau européen. Je crois que c'est cela. Donc plus de pédagogie pour expliquer l'usage et l'utilisation de l'Europe et la force. L'union fait la force. Plus de pédagogie pour rappeler que le 9 juin, les électeurs français ont le moyen, au travers du vote, d'exprimer leur choix sur ce que seront les orientations de l'Union européenne. Avec un impact concret sur leur vie quotidienne. Avec un impact très concret sur leur vie quotidienne. En lien avec cette guerre qui est à nos portes que vous évoquiez, le président l'évoque beaucoup, cette économie de guerre. Emmanuel Macron était à Bergerac, en Dordogne, ce jeudi, pour mettre la première pierre d'une usine de poudre pour les obus. Est-ce que tout cela est compatible? On a Europe, industrialisation, et écologie.
C'est un combo assez curieux. Non, je crois que c'est la matérialisation de quelque chose que le président de la République a dit quand, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne en 2017, il a prononcé son grand discours sur l'Europe. Il a parlé à l'époque d'un concept qui a provoqué quelques sourires crispés chez nos partenaires européens à l'époque, mais qui depuis, à la faveur des grandes crises que nous avons traversées, celle de la Covid et puis la guerre d'agression russe en Ukraine, est devenu un concept très largement partagé, un concept entré dans le langage commun. C'est la notion de souveraineté européenne. Souveraineté européenne, ça veut dire que nous pouvons produire en Europe ce dont nous avons absolument besoin. Et nous avions oublié cette idée-là. Mais c'est un contre-pied à l'idée originelle de la construction européenne, qui était plutôt dans la coopération. Là, en disant ça... C'est la coopération à l'intérieur de l'Union européenne. Mais l'idée de pouvoir, comme nos concitoyens nous le demandent, être en capacité, notamment dans les périodes de crise, de pouvoir produire des masques, de pouvoir produire des vaccins ou de pouvoir produire des munitions. Mais cette idée que la puissance publique pourrait décider de certaines filières dans lesquelles des dépendances sont inacceptables et qu'il faudrait les résorber, c'était totalement absent du débat européen et c'est désormais... C'était les opposants à l'europe, c'était Jean-Pierre Chevènement, c'était les opposants au niveau national, qui pas partageaient ces notions de souveraineté. De souveraineté nationale. La différence majeure, c'est que nous parlons de souveraineté européenne, c'est-à-dire de pouvoir entre nous, parce que nous entretenons des liens de coopération étroite, garantir les conditions de notre autonomie. Vous citez Bergerac. Oui, première pierre d'une usine qui va permettre la production de poudre pour les munitions pour la première fois depuis bien longtemps dans notre pays. J'étais moi-même en Isère, tout près de Roussillon-sur-Isère, où pour la première fois nous allons à nouveau, grâce à des financements européens, produire du paracétamol dans notre pays. Dans les deux cas, nous répondons à une attente très forte. C'est pour soigner, c'est pour tuer. C'est pour en tout cas soutenir la résistance ukrainienne face à l'envahisseur russe, parce que les Ukrainiens résistent dans le territoire de l'Ukraine. Ils ne sont pas partis à la conquête de la Russie. Ils ne sont pas les agresseurs, ils sont les agressés. Dans les deux cas, nous nous donnons les moyens, au travers d'une forme de réindustrialisation, de produire ce que nous avions cessé de savoir produire sur le sol européen. Et pourquoi on attend Et la faute à qui aussi, cette désindustrialisation française? Voilà, pourquoi on attend si longtemps à chaque fois avant de prendre conscience, oui, quand il y a une pénurie de médicaments, avec une époque 3000 médicaments qui manquaient sur le marché, avec effectivement le paracétamol qu'on doit reproduire en France. Là aujourd'hui ce sont les munitions. Pourquoi est-ce qu'on prend si longtemps à avoir un déclic et se dire oui, on est dépendant d'autres pays, il faut aussi qu'on ait peut-être une certaine souveraineté en matière d'armement, en matière de médicaments, etc. Alors, d'abord, il arrive que l'Europe bouge rapidement. Ça a été le cas pour les vaccins, puisque en moins d'un an, nous avons démultiplié notre capacité à produire ces vaccins et à protéger les citoyens européens. Sur d'autres sujets, ça prend plus de temps, parce que oui, il y avait dans l'ADN européen l'idée que nous étions un continent très ouvert, dont la vocation était de commercer avec le reste du monde. Et cet ADN reste présent. Mais ce que les grandes crises ont manifesté, et qui était déjà présent 3 ans auparavant dans le discours du président de la République à la Sorbonne, c'est qu'il y a certaines productions que nous ne pouvons abandonner à d'autres régions, sans quoi, dans ces périodes de crise, nous nous retrouvons démunis et nous provoquons chez nos concitoyens une incompréhension, voire une exaspération. Et il fallait que cette idée-là, elle soit partagée par nos partenaires. Désormais, elle l'est. Il faut quand même, rappeler que la souveraineté européenne, ce concept mis dans le débat public par Emmanuel Macron dans son discours de la Sorbonne, figure désormais dans le contrat de coalition allemande. Les Allemands se sont appropriés ce concept. Pour faire du paracétamol. Bien sûr qu'on a besoin de l'Europe pour faire de l'intelligence artificielle, pour faire de la santé et pour faire de l'industrie de défense. C'est ça qui est étrange, parce que le paracétamol, on en faisait et c'est pas une molécule très compliquée à produire. Pourquoi a-t-on besoin de l'Europe ? On a besoin de l'Europe pour des grands projets en matière de santé, en matière d'armement, en matière de numérique, parce que seule la taille continentale, seule la force de notre marché de 450 millions de citoyens et de consommateurs est en capacité de soutenir des projets industriels d'ampleur. Ce qui est apparu ces dernières années comme une conséquence de ce concept de souveraineté européenne partagée, ce sont des projets
d'investissement commun rassemblant les plus grands acteurs dans le domaine des microprocesseurs, dans le domaine des batteries, dans le domaine du cloud par exemple, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie et d'autres pays qui se mettent ensemble et qui sollicitent ensuite des fonds européens sur le fondement de grands projets partagés. Ça existait en dehors de l'Europe, ça. Si vous prenez par exemple le Concorde, ça existait en dehors de l'Europe. Ce sont des choses, des partenariats qui existent. Oui, mais les partenariats, ça n'est pas nouveau. En Europe, on a eu le partenariat sur Airbus, mais on avait un peu renoncé à cette logique de politique industrielle. Mais on renoue avec cette idée-là, et c'est heureux. Et c'est très largement sous impulsion française. Est-ce que vous croyez à l'armée européenne, alors justement ? Je crois d'abord à la capacité industrielle européenne. Ce dont nous avons besoin, c'est d'augmenter notre capacité de production en Europe d'équipements et de munitions. Nous avons besoin que cette base industrielle de défense soit plus réactive, soit capable de monter en puissance, puis de baisser lorsque la situation le permet. Et enfin, et c'est sans doute le plus important, il faut que nos armées puissent se doter d'équipements achetés en Europe qui soient interopérables. Parce qu'avant même de parler de grande armée européenne, de commandement unique, etc., ça existe dans certains cas précis. C'est le cas aujourd'hui. Vous avez des forces européennes qui, en mer Rouge, par exemple, assurent la sécurité du trafic commercial. Mais avant de parler de ces grandes idées d'armée européenne, encore faut-il que les armées européennes soient interopérables. Aujourd'hui, il y a 17 hélicoptères différents utilisés par les armées européennes. C'est impossible de se projeter ensemble sur des terrains d'opération quand on a des équipements qui ne discutent pas ensemble, qui ne fonctionnent pas ensemble. Donc l'objectif, c'est d'avoir une capacité à produire en Europe et que nos armées se servent au sein de cette base industrielle de défense. On est parti dans le extra-local. Et ici aussi, il y a le local dans extra-local. On va parler de l'Europe des régions, de l'Europe en région. Voici notre nouvelle rubrique, l'Europe vue d'ici, et on continue. Arcachon et au bonheur de bien manger. Bien manger en toute sécurité. C'est le message délivré par Hervé Berville pour cette dégustation symbolique. Objectif pour le secrétaire d'État à la mer, aider une filière en souffrance avec des mesures sur un plateau. Un accompagnement de 500 000 € pour la filière, pour relancer la consommation. Deuxième élément, c'est de mener rapidement ces travaux d'urgence en lien avec le CIBA. C'est 11 millions d'euros qui devront être dépensés, investis dans les prochains mois. Il ne faut plus qu'il y ait de dysfonctionnement dans nos réseaux d'assainissement. Ces dysfonctionnements, on le sait, sur le bassin d'Arcachon, alors que nous étions un modèle en termes d'assainissement, ce qui est venu mettre un peu le bazar dedans, ce sont ces pluies diluviennes, quoi. Hervé Berville lorgne désormais sur l'Europe. Il s'est engagé à porter le sujet à Bruxelles pour obtenir d'autres mesures de soutien. Grande cause, petite affluence. À Lannion, la candidate aux européennes Marie Toussaint est venue enterrer la PAC devant une poignée de militants bretons. Les paysans et les paysannes ont besoin d'une nouvelle politique agricole commune qui soit plus juste, plus verte et qui les accompagne dans la transition. Et on nous a encore mis sur la table un détricotage de la PAC. Tout ce qui, dans une PAC qui était déjà pas bien verte, aidait à protéger le climat et l'environnement. Autre cible de la tête de liste EELV, les algues vertes. Thème abordé avec un lanceur d'alerte, ex-médecin urgentiste. Les algues vertes, maintenant, ont engendré des morts de façon irréfutable. Donc à partir de là, il y a aussi un risque sanitaire immédiat. Donc oui, c'était nécessaire de faire cette campagne d'information. Je l'ai trouvé avec plein d'autres objets, mais je l'ai trouvé dans une carcasse de bateau. Et franchement, elles sont vraiment pas bonnes. Une botte qui pue, mais aussi 35 000 granulés, 2500 bouchons et 1460 cotons-tiges. Un inventaire à l'après-vert pour cette collecte de déchets au bord de l'océan. Une opération menée par l'association Surfrider qui mène des actions auprès du Parlement européen. Surfrider milite pour que la loi pollueur-payeur s'applique et que les industriels qui perdent ces containers soient pénalisés et payent pour la réparation parce qu'on en retrouve partout aujourd'hui. Chaque année, 8 millions de tonnes de déchets plastiques envahissent les océans. Jean-Noël Barrot, tout d'abord, une réaction à l'un des sujets. Lequel vous inspire pour une réaction ? Le dernier. Et la satisfaction de voir autant de monde, et des jeunes notamment, mobilisés sur une cause noble qui est celle
du nettoyage des plages et de la participation, je dirais, citoyenne et civique à l'effort collectif dans lequel nous devons nous engager pour la transition écologique et la protection de nos océans. Il y a eu aussi beaucoup de monde sur des barrages routiers il n'y a pas longtemps, c'est des agriculteurs. Comment, alors qu'il y a la PAC, comment vous comprenez que l'Europe soit à ce point décriée, par exemple, par le monde agricole, et pas qu'en France, dans l'Europe entière? Parce que nous avons mis sur pied un ensemble de lois européennes pour atteindre l'objectif de la neutralité carbone à l'horizon 2050. C'est une bonne chose, c'est ce qu'on appelle le pacte vert, et je me félicite du bilan de cette mandature. Mais il y a le glyphosate qui est prolongé régulièrement d'année en année. Pour réussir la transition écologique, il y a une condition, c'est qu'elle soit considérée comme une transition juste, que le pacte vert soit considéré comme un pacte juste. Et de toute évidence, les agriculteurs ont ressenti, en contemplant un certain nombre d'obligations qui allaient s'imposer à eux, en contemplant aussi la complexité de l'accès aux aides de la PAC, qu'il y avait une forme d'injustice, qu'ils allaient porter une part trop importante du fardeau. Ils l'ont exprimé avec force au travers de l'Union européenne, et je salue l'initiative prise par la Commission européenne de présenter, de mettre sur la table des mesures de simplification qui étaient attendues depuis longtemps et qui répondent à un certain nombre des attentes de ces agriculteurs exprimées de longue date. C'est une très bonne chose et c'est un très bon signal parce que cela signifie que la Commission, quand elle veut, elle peut. Et ces mesures de simplification qu'elle a proposées pour l'agriculture, eh bien, cela signifie qu'on pourra les lui demander dans d'autres domaines. Souvent, à l'Europe, on reproche ces normes. C'est un peu le cas notamment pour la manifestation des agriculteurs. Mais de façon très locale, les matériels, vous savez, de la ligne B du RER vont être retardés jusqu'en 2027, tout simplement parce que la Commission européenne, en tout cas les normes européennes plus précisément, imposent un crash test entre les rames de RER qui vont être livrées et un camion. Or, on sait très bien qu'il n'y a pas de croisement sur le RER. Donc on comprend bien aussi, d'un côté ça accélère, mais de l'autre ça freine quand même beaucoup. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de matériel livré pour les usagers de la ligne B du RER dans les mois qui arrivent. C'est un mauvais exemple, puisque comme l'a rappelé le ministre des Transports, des dérogations sont possibles sur ces crash tests. Et nous sommes à la disposition de Valérie Pécresse pour l'accompagner si elle sollicite ces dérogations. Allez, la balle est dans son camp. Toujours sur l'agriculture et l'écologie, peut-être quand même revenir, allez, parce que je l'ai glissé rapidement sur le glyphosate, donc rapidement, parce que vous parlez de pacte vert, mais il y a des mesures symboliques, comme le recul d'année en année, je disais, de l'usage du glyphosate. Il y avait des promesses là-dessus, et l'Europe continue d'autoriser l'usage du glyphosate. Mais l'Europe avance pas à pas, et avec des objectifs qui sont les plus ambitieux du monde, en imposant d'ailleurs à ses partenaires commerciaux de s'élever progressivement à ces niveaux de standards-là. Je le dis ensuite, nous sommes les tenants d'une écologie populaire, d'une écologie démocratique, ce qui nous distingue de deux formes d'écologie alternatives. Celle des aquabonistes qui considèrent qu'il ne faut rien faire parce que les autres régions du monde ne font rien et qu'il faut s'appuyer sur le nucléaire et la science et y placer tous nos espoirs. Et puis de l'autre, il y a les jusqu'au-boutistes qui considèrent qu'avec les taxes et les interdictions, il faut passer en force parce que la planète est plus importante que tout le reste. Entre ces deux voies qui nous semblent sans issue, il y a celle de l'ambition et de l'accompagnement et de la justice. C'est cette écologie-là que nous défendons en France et au Parlement européen. Si on ne contraint pas les industriels, les gens vont continuer de ramasser longtemps des déchets. C'est là où l'Europe est attendue, c'est pas tellement sur l'accompagnement des gens en disant c'est bien, ils ont ramassé des déchets. Mais vous entendez bien tous les industriels dénoncer en Europe, c'est ce que vous disiez votre confrère à l'instant, les règles extrêmement importantes qui se sont accumulées ces dernières années. Donc on ne va pas reprocher à l'Europe de produire insuffisamment de normes. C'est sûr. Allez, je vous propose pour terminer 3 unes de notre presse quotidienne régionale. Surreprésentée par la Nouvelle République. Vous en choisissez une, Monsieur le Ministre. En force. Alors voici, en force, la Nouvelle République sur les crues. Quel risque pour l'eau potable? Vous parliez des inondations tout à l'heure. La Nouvelle République également sur ce Big Bang des mobilités, notamment à Tours, mais on peut en parler plus généralement. Et 20 minutes qui évoque le règne d'Anne Hidalgo à la tête de la capitale depuis 10 ans désormais. Laquelle choisissez-vous? On fait un pas de côté, Monsieur le Ministre.
Je choisirais la question de l'eau potable. L'eau potable. Car il me semble que dans la période que nous vivons, où effectivement cette ambition écologique de l'Union européenne est un peu battue en brèche, qu'elle est un petit peu critiquée, je veux rappeler à quel point j'ai été frappé, et nos concitoyens ont été frappés, lorsque l'été dernier, par exemple, certaines communes, certains villages se sont retrouvés sans eau courante. Nous appartenons à une génération qui s'engageait ou qui se préoccupait de l'écologie, considérant qu'elle travaillait pour la génération à venir. En réalité, les conséquences du dérèglement climatique sont gravissimes et touchent désormais notre génération, ce qui est un appel à l'action, mais dans les conditions que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire une forte ambition, mais toujours la justice, parce que sinon, les transitions, lorsqu'elles ne sont pas acceptables, ne sont pas acceptées et conduisent à la colère, comme on l'a vu dans le monde agricole au travers de l'Europe, mais comme on l'a connu aussi il y a quelques années avec les Gilets jaunes. Merci beaucoup, Jean-Noël Barrot. Vous serez là à Paris pour les Jeux Olympiques ? Évidemment, je vais même courir le marathon. Ah, bah on a une info. On va parler des Jeux Olympiques, justement. Je vous remercie de votre présence avec Jean-Michel Fourgousse et notre deuxième invité. À tout de suite. Mais avant de recevoir le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines et de parler des Jeux Olympiques, je vous propose un petit tour en Gironde avec ces athlètes qui viennent visiter les écoles. Regardez. Es-tu considéré comme professionnel ? Oui, ça fait 5-6 ans, je dirais 6 ans que je suis professionnel et que du coup j'ai des contrats avec des marques. Donc, dans la classe de CM2 de l'école Charles Martin, les élèves étaient curieux d'en apprendre plus sur ces sportifs de haut niveau. Les enfants étaient attentifs, très curieux et à cet âge-là, ils ont que des questions intéressantes qui permettent d'avoir cet échange très particulier avec l'athlète qui, je pense, trouve ce moment aussi intéressant de partager son expérience. Gagner, c'est ce qu'espère Célia Terki, para-athlète en athlétisme. La jeune femme est atteinte d'une dégénérescence maculaire, une maladie chronique qui lui fait peu à peu perdre la vue. Et on a découvert ma maladie du coup en CE2. J'ai été harcelée, c'est vrai que j'ai mal vécu l'école, on va dire. Et là, franchement, c'est clairement une revanche. Franchement, j'apprécie énormément le moment de partage. C'est plein de questions et puis voilà, ils découvrent aussi les handicaps invisibles. Donc clairement, c'est super. Les Jeux paralympiques se dérouleront du 28 août au 8 septembre prochain à Paris, juste après les Jeux olympiques. Bonjour Jean-Michel Fourgousse. Bonjour. Merci d'être avec nous. Maire LR d'Elancourt, comme je le disais, et puis également président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, et grand spécialiste des Jeux Olympiques que vous accueillez. On vient de voir ce sujet des athlètes qui viennent visiter les écoles, les collégiens. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne initiative? Il y en a chez vous, à Saint-Quentin? Écoutez, il y a beaucoup de visites à Saint-Quentin parce que c'est à 30 minutes de Paris sans feu rouge, en fait. Donc on a beaucoup de visites de ministres. Dans le cas des JO, bien sûr, ça accélère beaucoup. Je vous rappelle qu'on est, nous, un peu d'excellence du sport aussi. On a eu la Ryder Cup, qui a été un très gros événement mondial. On a 4 sites olympiques, bien sûr, qui sont très médiatisés d'ailleurs. Bon. Et puis on est un pôle très R&D, très scientifique, et il y a beaucoup de choses, d'innovation qui se font. Beaucoup de choses se passent à Saint-Quentin. On va en parler. Alors, je vous présente déjà les journalistes qui vont vous interroger cette semaine. Je les ai présentés tout à l'heure. Je le fais très rapidement. Luc Bourriane de la Nouvelle République, qui va tout de suite vous poser une question du questionnaire de Proust. C'est aussi une de nos habitudes. Voilà, pour mieux vous connaître, parmi tous les personnels politiques que vous avez pu croiser, quel est votre personnage emblématique, votre figure de proue? Écoutez, vous savez, moi je suis docteur en psychologie, alors bien sûr, le freudisme, bien sûr, Sigmund Freud est une grande référence. Ce serait Freud. Oui, c'est quand même quelqu'un qui a posé un certain nombre de problèmes. Bon, je pense que dans la société d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais c'est vrai que de comprendre le fonctionnement d'un individu,
c'est plus important. Parce que la sociologie, c'est bien, mais la société, ce n'est que... c'est une somme de comportements humains individuels. Hein, vous savez, donc c'est bien de comprendre le comportement individuel des gens, oui. Et je me suis retrouvé en politique. Intéressant, vous êtes le premier à parler de Sigmund Freud quand même en réponse. Intéressant. Renaud Parquet est également un des journalistes qui va vous interroger et qui est de 20 minutes TV. Bonjour monsieur. Alors, question toute simple, c'est quelle est votre figure sportive préférée? Écoutez, je vous ai dit, en Ryder Cup, 4 titres olympiques, maintenant il y a le PSG, je crois, voilà, qui 50 en Yvelines, en tout cas est cité. Donc, alors c'est vrai que les figures de proue ont bien sûr du football en ce moment occupent un peu l'actualité. Moi, vous savez que j'ai connu Michel Jazzy dans mon enfance, qui est un coureur qui m'a impressionné, puisqu'on courait avec lui à l'école. Donc voilà, j'ai envie de vous dire oui. Puis après, aujourd'hui, j'ai les grands footballeurs. Mbappé, vous avez entendu que le ministre courait aussi le marathon. Oui, oui, je le connais, on se connaît. Oui, tout à fait. Et vous aussi, vous courez? Quel est votre sport de prédilection? De courir tous les matins quand on peut, bien sûr. Je peux vous dire, ça vous donne une résistance, un état d'esprit, un moral d'acier, en fait. C'est nos militaires, d'ailleurs, on les fait courir. C'est quand vous avez une période de guerre, c'est difficile. Pour le moral, c'est le meilleur. Pour le moral, ça fait du bien. Freud aurait dit oui. Arnaud Delhommel, qui représenterait le média, et troisième et dernière question de Proust. Dernière question, une loi emblématique pour vous. En 2004, on se souvient que vous aviez évoqué une possible, enfin vous étiez favorable au retour à la peine de mort, notamment pour les terroristes. Vous aviez ensuite retiré votre signature. Donc une loi emblématique pour vous serait quoi? Donc c'était une loi, c'était avec Olivier Dassault. Il y avait eu des crimes répétitifs. Est-ce que quelqu'un qui a été condamné pour crime d'enfant, c'était je crois, et qui recommence, les parlementaires avaient évoqué à ce moment-là qu'effectivement, au bout d'un moment, est-ce que vous appartenez toujours à la catégorie des êtres humains quand vous prenez un plaisir, visiblement. Vous pensez toujours la même chose? C'était ça, c'était ça. Moi, écoutez, c'est pas moi. Alors, pour tout vous dire, ils ont mis mon nom sur cette proposition de loi. Alors, je l'ai retiré gentiment parce que c'était au sein d'une polémique, voilà. Mais ce que je peux vous dire sur ce problème. Mais votre loi emblématique, celle que... c'est donc pas celle contre la peine de mort, manifestement. Non, la loi emblématique, c'est le crédit impôt recherche. Ça, oui. Là, on a évité le départ des cerveaux, on a protégé les cerveaux. Certainement, les entrepreneurs le disent, c'est certainement une des meilleures décisions politiques en France, c'est d'avoir vraiment créé un produit fiscal qui augmente l'attractivité, puisque vous baissez de 30% le prix des chercheurs, et dites-vous bien que les entreprises, beaucoup d'entreprises d'ailleurs étrangères sont venues et ont mis leur laboratoire, bien sûr en France, parce qu'il y avait eu la création ou l'intensification de ce crédit impôt recherche. D'ailleurs, c'est grâce à Valérie Pécresse aussi. Nous, on était un groupe parlementaire qui s'appelle Génération Entreprise, 100 députés qu'on avait créé avec Olivier Dassault, d'ailleurs, et on s'est battu pour ce crédit impôt recherche, mais bien sûr, on ne peut pas savoir le nombre d'emplois, c'est par centaines de milliers. Il y a les bureaux d'études qui devaient partir, ils ne sont pas partis à partir du moment où on a fait passer cette loi, où on passait de 400 millions à rembourser aux entreprises à 7 milliards. D'ailleurs, il y a une bagarre, bien sûr, à Bercy, parce qu'ils disent, bon, les gars, il faut trouver du fric, etc. Il y a qu'à taper sur le crédit impôt recherche. Alors, surtout pas, et notamment Saint-Quentin en Yvelines, qui est dans Paris-Saclay, dans les 8 zones mondiales de l'innovation, c'est pas le moment d'aller toucher à la protection de l'innovation française, parce que c'est elle qui rapporte du fric. Parce que Bercy, ils ont besoin d'argent. Qui regardent bien les entreprises qui rapportent de l'argent, ce sont des entreprises qui investissent sur l'innovation. Donc surtout pas toucher au crédit impôt recherche. On l'a bien entendu. Je termine ce tour de table par votre région de prédilection. Vous êtes né à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. C'est l'Île-de-France ou vous avez une autre région de cœur? C'est l'Île-de-France. L'Île-de-France. C'est bien. Et ça tombe bien puisque c'est de l'Île-de-France que va venir la question cash pour vous. Absolument. Avec Renaud Parquet. Vous l'avez évoqué, vous allez accueillir plusieurs épreuves olympiques, 4 je crois, sur 4 sites différents. Ma question est toute simple, c'est est-ce qu'on sera prêt pour les JO? Alors pas forcément sur les sites olympiques, mais aux abords, parce que Saint-Quentin en Yvelines et son agglomération pêchent un peu par les structures cyclables.
Il y a encore 150 km de pistes cyclables à construire, d'après mes informations. Et est-ce que ça va être livré en temps et en heure? Alors d'abord, il y a 450 km de pistes cyclables à Saint-Quentin, ce qui est exceptionnel. D'ailleurs, il faut déjà commencer à le dire. On veut aller jusqu'à 600 km de pistes cyclables. Bien sûr, c'est un moyen de transport ou décarboné, là. Moi, c'est les gens qui sont très... Bon, voilà. Mais c'est déjà très fort. Bon, c'est ce qu'il faut dire. Bon. Maintenant, vous avez 4 sites olympiques, dont 3 vélos. Oui. D'accord. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Ensuite, ça coûte cher. Hein, bien sûr. C'est encore 36 millions qu'on met pour atteindre 600 km. Mais c'est exceptionnel, ça. Hein, bon. Et puis après, sur la sécurité... eh bien, écoutez, on est un pôle sportif d'excellence. Alors, vous pouvez effectivement ajouter des travaux avec le PSG. Enfin, ce n'est que des hypothèses. Mais on en parlera, chaque chose en soi. Vous avez un pôle également de sécurité, puisqu'on a le prototype du commissariat du futur à Elancourt, à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et bien sûr, il y a déjà des premières expériences en R&D qui sont faites pour améliorer, parce que vous avez aujourd'hui une nouvelle population qui arrive quand même en France, il ne faut pas le nier. Je veux dire, autant il y a une tradition d'immigration en France qui ne pose pas de problème, et là vous avez une immigration de masse, avec des gens qui viennent de pays qui sont bien sûr très, très, très éloignés de notre culture. Donc il faut vraiment que l'éducation, que l'ensemble, et même des moyens de sécurité, s'adaptent bien sûr à ce monde, ou alors il ne faut pas être... bien sûr, un pays qui veut accueillir toute la misère, bien sûr, comme disait Michel Rocard. Donc, on a des moyens, effectivement, avec l'ensemble des experts, on essaie de faire avancer aussi ces moyens de sécurité, parce que les Français se posent, moi, quand je me balade dans ma ville, on me dit, Monsieur Fourgou, c'est quoi, tous les jours, le poste, ils entendent des informations qui les inquiètent, les parents ont peur aussi maintenant pour les écoles. Enfin, bien sûr que tout le monde doit dire franchement et arrêter l'idéologie. Moi, l'idéologie, vous savez, en conseil d'administration, je demande, je peux dire, les idéologues, c'est pas mes amis. Moi, j'aime bien les types qui ont de l'expérience, des résultats. Laissez-nous d'associer l'immigration immédiatement à la sécurité comme vous venez de le faire. Est-ce que c'est pas de l'idéologie aussi? C'est le président de la République qui l'a dit. Non, là, il dit qu'il y a un lien entre eux, effectivement. Vous venez de le faire, là. Vous aussi. Vous êtes un idéologue, mais vous avez le droit, moi ça me dérange pas. Enfin, je veux dire que, non, mais être aujourd'hui encore osé en France avec ce qui se passe dans ce pays, moi je suis dans le réel, vous savez, je suis maire, vous êtes au courant. Oui. Un maire, ça les pieds sur le terroir. Hein. Et vous entendez les parents d'élèves, vous entendez les seniors, vous entendez tout le monde, et je vais vous dire... Ils font le lien avec dans les transports... Moi, je pose des questions, monsieur. Vous avez une statistique, je crois, qui est donnée, c'est plus de 80% des agressions, je crois, dans les transports en commun en Ile-de-France sont d'origine... émigrés, je veux dire que si vous en êtes encore à nier cette réalité. Est-ce que vous êtes pour les... ma question nie la réalité. Non, pardon, je ne laisse pas dire que je suis un idéologue et que je nie une réalité. Je vous pose une question, je vous demande, vous, sur quel fait vous vous appuyez? Comment ça, c'est tellement évident? Mais vous avez l'air de poser la question. Qu'est-ce que je veux que je lui dise, moi? Cette réalité, elle est là. Voilà, vous donnez une stat, 80% donc d'origine immigrée. D'origine immigrée. Vous avez la source? On ira vérifier quand même. Mais je crois que c'est public. Sur l'Île-de-France, dans les transports en Île-de-France, oui, c'est une statistique. Je crois il y a d'autres statistiques controversées, mais dont on a souvent parlé, les statistiques ethniques. Et je crois que les Français deviennent maintenant favorables. On n'a pas le sondage avec moi, je ne sais pas si Renaud, vous l'avez en tête, il me semblait qu'il y avait une majorité de Français. Est-ce que vous êtes favorable à ça? Aux statistiques ethniques, comme on parle Vous savez, moi, je suis favorable aux réalités. Je suis très hostile vis-à-vis des idéologues. Vous savez, je suis passé par Sciences Po. J'ai vu l'état de Sciences Po aujourd'hui. Ça m'attriste considérablement. C'est que de l'idéologie. C'est une espèce de courant d'idées complètement marginalisé. Une belle école comme ça, c'est vrai que j'en suis assez triste. Je vois ça aussi dans les universités, le niveau de bêtise idéologique, bien entendu, comme d'habitude. Vous savez, l'idéologue, c'est celui qui ne veut pas voir la réalité, parce qu'il adore les concepts, il adore la dialectique, il adore se narcissiser, parce que vous les voyez le soir dans un dîner, un idéologue, c'est quelqu'un qui se narcisse avec des mots, etc. Vous lui dites, mais c'est quoi la réalité? Oh là là, vous êtes de droite, vous? J'aime bien, c'est un livre qui vous ramène à la réalité. Alors, je vous propose d'écouter, vous parliez de sécurité tout à l'heure, justement, et de droite, eh bien, voici un rassemblement des deux, si je puis dire, avec Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, qui nous parle de sécurité pour ces Jeux Olympiques. Écoutez.
Nous, la région, nous avons déployé 80 000 caméras sur le réseau de transport qui vont être toutes visibles d'un centre de commandement unique que nous avons construit avec la préfecture de police à la préfecture et qui visionnera les 80 000 caméras en même temps. C'est un équipement qui n'existe nulle part ailleurs. Nous aurons 50 brigades de cynodétection, donc c'est des chiens renifleurs dans les transports en commun pour les colis suspects. Vous savez qu'en vigilance attentat, en Vigipirate rouge, on a besoin de ces brigades de cynodétection. Donc 50, c'est 12 de plus que ce qu'il y a aujourd'hui à la RATP. Ça permet, et on les laissera en héritage des Jeux, ce qui permettra aussi de soulager beaucoup cette ligne qui est très souvent victime de ces colis abandonnés. Voilà, les propos de Valérie Pécresse sur la sécurité qui sont plutôt rassurants. Vous êtes rassurés aussi? Mais moi, vous savez, j'ai même une autre je la connais bien, quelqu'un de sérieux. Bon, moi, j'ai une autre proposition, c'est de rendre obligatoire la mixité culturelle publique-privée dans les cabinets. On ne peut pas continuer comme ça avec des gens qui rêvent, qui s'idéalisent, qui idéalisent la réalité de la France. Il faut des gens qui viennent du réel. Dans le privé, a priori, on est quand même plus dans la réalité. Et deuxièmement, il faut rétablir, bien sûr, cette mixité aussi culturelle chez les députés, chez les sénateurs. Il faut qu'il y ait au moins 50% de maires qui soient députés. Je l'ai été pendant 3 mandats. Moi, je peux vous dire, quand je vois mes collègues aujourd'hui qui sont dans le monde, là, ils sont pas au contact des réalités. Ils n'ont plus les réseaux, ils ont plus. Et donc rétablir ça, je pense que ça va aider. Et également pour les parents aussi, on peut pas continuer à accueillir comme ça. Il faut trouver autre chose. Des parents qui viennent, qui parlent à peine français, et en fait vous les retrouvez. Il n'y a plus d'autorité parentale. Du coup, il n'y a plus d'autorité à l'Assemblée nationale. Ils sont là. Alors qu'est-ce qu'il faut dire? Alors il y a le gars en communication qui arrive. Si, voilà les éléments de discours. Non, c'est des réalités. On veut des gens compétents. Et la compétence, ce n'est pas un diplôme. La compétence, c'est un diplôme, peut-être, mais surtout une expérience. Et ça, il faut rentrer massivement cela en France aujourd'hui. C'est trop grave ce qui se passe. Les dérives de mon pays, moi je les vis en tant que maire, en tant que président d'Aglo, en tant qu'ancien député et en tant qu'ancien chef d'entreprise aussi. Je peux vous dire, il y a du boulot. Alors, excusez-moi d'être un peu direct, mais je suis un peu étonné que vous disiez il y aurait un lien entre les agressions dans le métro et c'est pas un monologue, on peut vous poser des questions. Donc j'en ai une. Quand vous tenez ces discours assez pessimistes, comment votre parti... Réel. C'est de la réalité. Alors, je suis un type d'optimiste, vous savez. Vous êtes optimiste? Oui, je suis dans la recherche, l'innovation. Est-ce que vous êtes optimiste pour François-Xavier Bellamy? Comment votre parti peut se démarquer du discours du Rassemblement national? Ou comment souhaitez-vous qu'il se démarque ou pas d'ailleurs? Moi, je ne pense pas tous les jours, vous savez, au Front National. C'est pas. Moi, je pense aux Français qui travaillent, qui ont une baisse de pouvoir d'achat, bien sûr. À ceux qui investissent, par exemple. Moi, je pense que les priorités aujourd'hui, c'est d'aider les entreprises à engager, bien sûr, un maximum de gens, quels qu'ils soient. C'est pour ça que je dis l'immigration, c'est bien. L'immigration de masse, c'est un problème. Donc, faites bien la différence. Donc voilà, écoutez, maintenant les européennes, on a un très bon candidat. Moi, je suis LR. Je soutiens Bellamy, qui est un garçon sérieux. Alors, on sait que aujourd'hui, le Rassemblement national, on ne va pas se le cacher, fait des scores. Je vois les sondages comme vous. Pourquoi? Vous savez très bien, ils vivent des 3 I. Les 3 I, c'est quoi? C'est insécurité, islamisation, immigration. Voilà, on le sait. Alors, le problème, c'est que le Rassemblement national, moi j'ai déjà eu des débats avec eux, sur le plan économique, par contre, là, ils ne sont pas bons. Demain, vous avez intérêt à savoir redresser. Vous avez 150 milliards de déficit budgétaire. Mon cher ami, vous avez intérêt à mettre la prochaine fois une élite qui comprend l'économie, et l'économie marchande, pas l'économie administrée. L'ENA, il faut supprimer cette école, on l'a dit 10 fois. Elle est absolument marginalisée dans les réalités du monde. Elle ne vient pas de l'entreprise, c'est une catastrophe. Ils veulent tout diriger sans connaître les marchés, sans connaître les règles managériales, les règles internationales. Donc voilà, moi, je vous donne quelques élans, et je pense que M. Bellamy, d'ailleurs, partage, je crois, un certain nombre de ses idées, et moi, ça me va. Mais on a intérêt, mes chers amis, à passer maintenant, arrêter les mesurettes, passer à des mesures fortes, parce que les problèmes, ils ne sont pas minimes, ils sont forts, les problèmes. Si vous ne les voyez pas en tant que journaliste,
entre vous, moi je peux vous dire, je les vois parce que je suis vraiment dans le réel et je suis un élu. Et le monde intellectuel, je le connais comme vous. Bon, je connais ses défauts. À l'université, vous savez, on se raconte. Vous avez des profs devant des mômes de 18 ans qui sont là à briller. Ils voient l'admiration, le regard, et puis ils sont là à briller. Bon, voilà. Mais quand on leur dit, mais on fait quoi après? Alors, ils sont là, on fait quoi? Ah bah écoutez, j'ai bien parlé, moi. Oui, bon, voilà. Remettez des gens qui sont dans les résultats, qui sont dans l'action. Vraiment, c'est prioritaire en ce moment parce que la France, elle est en glissade assez délicate. Sur les JO notamment, comme on l'évoquait tout à l'heure, 4 sites. Comment vous allez assurer la sécurité sur ces 4 sites? Parce que vous n'êtes pas dans le cœur, dans le cœur nucléaire, j'ose dire, olympique. Parce que c'est Paris, vous êtes un peu éloigné. En plus, c'est à ciel ouvert. J'imagine que c'est une vraie complexité. Écoutez, je pense que la révolution du numérique, notre ami tout à l'heure, le ministre parlait, qui est un spécialiste du numérique d'ailleurs, le numérique, c'est l'outil le plus puissant pour changer le monde. Et c'est certainement le plus grand des multiplicateurs d'intelligence, d'innovation et de croissance. Donc, nous, on travaille beaucoup sur l'adaptation de cette révolution des nouvelles technologies à la sécurité. Nous, on est très e-santé, e-sécurité, e-éducation. Sur ces 3 secteurs, donc 3 grands services publics, bien sûr, on applique cette révolution. Je peux vous dire, ça va faire gagner du temps et de l'efficacité. Bon. Et c'est ce qu'on fait bien sûr sur les 4 sites. On a beaucoup d'applications numériques qui sont, puisqu'on travaille sur le prototype de sécurité du futur. Donc voilà ce que je peux vous dire. Ne me demandez pas tous les détails parce qu'il y a aussi... Vous avez reçu Gérald Darmanin récemment qui vous a présenté son plan sécurité avec je crois 200 policiers et gendarmes présents chaque jour autour de la colline des Jancourt. Oui, et donc on est là pour, bien sûr, d'abord, que les victimes, et il y en a de plus en plus, mes chers amis, s'il y avait un doute sur le chiffre, on peut parler, si vous voulez. Je rappelle qu'il y a 15 000 policiers blessés, il y a 11 000 démissionnaires aussi chez les policiers, mais dites-moi où est-ce qu'on va, ça va s'arrêter quand, tout ça? Bon, bref. Bien sûr que les victimes d'abord. Les victimes, bien sûr, on améliore complètement le traitement, la gestion des victimes. Même pour on a expérimenté, avec la police nationale, bien sûr, la visio-plainte, vous voyez, pour que les gens déposent plainte plus facilement. Enfin, il y a 84 000, je crois, femmes qui ont été agressées donc en 2023. Je peux vous dire que, et on s'aperçoit, en les interrogeant, on découvre qu'elles ne sont que 2% à avoir porté plainte. Ça veut dire qu'il y en a 50 fois plus. Bon, ça commence à être grave. Vérifier ces chiffres, c'est les chiffres qui sont donnés par le ministère de l'Intérieur. Bon. Donc la visio-plainte, oui, ça permet à une femme aussi de pouvoir dire ce qu'elle a vécu, etc. Et pas être dans ce monde un peu, parce que c'est compliqué dans les commissariats. Vous avez souvent l'agresseur qui est quelquefois à 5 à 10 mètres de vous. Il y a d'autres policiers qui entendent vos déclats. Enfin, c'est très compliqué. Donc je pense qu'il y a plein d'innovations de cette technologie numérique qui vont certainement améliorer. Bon, même chose, un type qui a fait une banque, boum, il sort, il est devant une caméra, hop, vous allez après interroger toutes vos vidéos pour le suivre. Et je veux dire, vous allez améliorer considérablement. Vous avez la révolution des drones aussi qui arrive. Bon. Et les drones, c'est pareil, vous allez gagner un temps considérable. Oui. Alors, pour revenir sur les Jeux Olympiques, il y aura sans doute des drones en action. La France s'apprête à accueillir le monde, dont le Qatar, j'imagine. Vous-même, vous allez de temps en temps au Qatar, vous y étiez récemment. Il y a des choses à dire sur le Qatar, le PSG, oui, c'est rapidement. Un pays qui finance, on le sait, le terrorisme. Est-ce que c'est pas le baiser mortel du dragon que d'entretenir des liens avec le Qatar, sachant qu'on va accueillir les Jeux Olympiques, on vient d'évoquer la sécurité? C'est compliqué, j'imagine. Alors, moi, je dois aller au Qatar parce que j'ai un bâtiment d'Airbus de 100 000 m², donc qu'on doit rénover, et donc Airbus, on les met déménage. Plus loin, on déménage de je ne sais pas, 3 km, bon, bref. Voilà, donc je dois voir avec eux le projet qu'ils veulent faire, parce que c'est à eux, c'est 100 000 m². Donc voilà, ils ont plusieurs projets, nous on a des projets, donc on doit échanger. Voilà, on est l'acteur politique, eux sont l'acteur quand même financier. Bon. Voilà, alors après, je pense que vous me faites une allusion au PSG. Oui. J'ai compris. Le PSG, moi je ne maîtrise pas les rapports entre Mme Hidalgo et M. Nasser.
Voilà, simplement, ils ont exprimé, le PSG, d'envisager d'autres lieux. D'ailleurs, comme il y a d'autres grands stades dans le monde qui sont à quelques kilomètres de la capitale, d'ailleurs, hein, tous ne sont pas... Alors en plus, ils veulent faire, quand même, je crois, le plus grand stade du monde, puisque c'est quand même un club... Enfin, c'est un club qui a été 11 fois champion de France. Alors, sur votre question sur le Qatar, je ne vais pas l'évacuer. J'ai vu que nos militants de gauche, surtout d'extrême gauche, se sont tout de suite jetés parce qu'on avait des rapports avec le PSG, on avait été interrogés. Bon, je rappelle que le PSG, dans le fond enfin, du PSG, dans le capital du PSG, il y a un fonds américain. Hein. Bon. Bon, le club appartient au Qatar. Comment ? Le club appartient au Qatar. Mais appartient maintenant, mais il a appartenu, je sais pas quoi, à un grand couturier ou je sais plus. Ensuite, il a appartenu à Canal+. C'est pas une ça création. Pose pas de problème. C'est pas une création du Qatar. On va terminer par les régions, parce que vous êtes dans une émission régionale avec des unes de presse quotidienne régionale. C'est notre habitude. Pour clore l'émission, 2 unes de la Nouvelle République, ici représentée par Luc, sur les crues, quel risque pour l'eau potable. Le Big Bang des mobilités, c'est une autre thématique. Et 20 minutes qui titre sur le règne d'Anne Hidalgo. Quelle une vous inspire le plus, Anne Hidalgo ? La petite idée, oui. Ah, allez, allez, vite fait. C'est Renaud qui pose la question en lien. Alors, on le voit, il y a un désamour pour l'actuelle maire de Paris, et il y a un désamour qui se concrétise également par une fuite d'un certain nombre de Parisiens qui viennent habiter dans la petite ou la grande couronne. Vous êtes, j'imagine, concernés. Comment vous allez accueillir en termes de logement, justement, ces Parisiens qui quittent Paris, parce que le solde migratoire parisien est assez important. Écoutez, je pense que les agglomérations, il n'y a pas que 50 ans en Yvelines. Je vous dis, nous, on est à un peu moins de 30 km, sans feu rouge, bien sûr, on peut venir, enfin, en dehors des encombrements, bien sûr, évidemment, mais entre 20 et 30 minutes, etc. Bon, bien sûr, on est très ouvert à cela, on est très intéressé même, puisque, en fait, vous savez, c'est les villes nouvelles. Saint-Quentin est une des villes nouvelles qui a été plutôt une réussite. Hein. C'est pas pour faire de la pub, mais enfin bon. Et donc, on a un niveau d'habitation quand même assez large. Je vous dis, on est aussi un pôle d'entreprise très important. On a, je sais pas, 17 000 entreprises, près de 150 000 emplois et des emplois plutôt de haute valeur ajoutée et sur des secteurs stratégiques plutôt. Donc c'est vraiment, d'ailleurs, je crois que on dit souvent que c'est la pépite de la France, la pépite des Yvelines, de l'Île-de-France. Bon, qui mérite d'être visité. Ça sera le cas pendant les JO, voilà. Puisque 4 sites y seront. Il n'y a pas de feu rouge. Ici, il y en a des feux rouges, donc on s'arrête. Merci à vous, Monsieur Furgous. Merci à vous trois. Merci d'être derrière vos écrans. On se retrouve la semaine prochaine. À très vite. Bon week-end.